Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons pour une table ronde afin de discuter du web documentaire NPA, chronique d'une évolution, d'une révolution manquée. Un web documentaire réalisé par Claire Chaudière, Julie Regard et Mehdi Fikri. C'est un documentaire qui retrace les 4 ans, les 4 dernières années d'existence du NPA depuis sa création fin 2008, début 2009, jusqu'à l'élection présidentielle, où l'on suit le cheminement de trois militants parisiens. Édouard, qui est un chercheur en provenance du mouvement social et du mouvement anarchiste, Jiane, qui provient de la fraction Étincelle de lutte ouvrière, et Fanny, qui est une ancienne de la LCR, plutôt du courant unitaire, qui vont avoir chacun 3 itinéraires bien spécifiques qui retracent, même si ils sont tous 3 parisiens, qui retracent assez bien les questionnements, les contradictions, les interrogations qui ont pu être liées au militantisme à l'intérieur de cette force nouvelle, de cette force qui s'est recréée au sein de la gauche française. Et pour en discuter avec nous, je laisse Pierre Jacquemin de Regard présenter nos intervenants à cette table ronde. Donc nous avons voulu poursuivre le web documentaire à travers effectivement une table ronde. Autour de cette table, François Bégodeau, écrivain et scénariste notamment connu pour Hors les murs, vous venez de publier un livre qui s'appelle Deux singes ou ma vie politique. Christine Poupin, porte-parole du NPA, ex-membre de la LCR avant de créer donc, le nouveau parti anticapitaliste. Pierre-François Gron, ex-LCR aussi, parmi les membres fondateurs aussi du NPA. Vous êtes aujourd'hui sorti du NPA et vous êtes au sein de Gauche anticapitaliste, un des animateurs principaux. Clémentine Autain, de la Fédération pour une alternative sociale et écologique, vous avez été aussi la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon à la campagne présidentielle. Et Hugo Paletta, vous êtes militant du nouveau parti anticapitaliste. J'ai donc une première question pour Christine Poupin. Le titre de ce web documentaire, chronique d'une révolution, d'une évolution manquée, j'ai envie de vous demander, alors est-ce que ce NPA aujourd'hui est une réussite? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une révolution manquée, une évolution manquée? Je n'aurais pas forcément choisi ce titre-là, vous vous en doutez bien. Bon, dire que c'est pas une réussite, c'est un secret pour personne. Dire que c'était un vrai pari, que c'était une révolution, que c'était une évolution, oui. Bon, et moi, je revendique complètement le fait d'avoir osé, le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir tenté quelque chose qui était finalement extrêmement difficile. Et d'une certaine manière, on a été un petit peu trompé, ou on s'est laissé abuser par l'apparente facilité des débuts. C'est-à-dire que y a eu... Alors, je ne sais pas si maintenant on partage cet avis-là avec les autres camarades qui ont partagé cette aventure au démarrage, mais il y a eu un début, il y avait quelque chose de magique. Bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais où tout réussissait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on faisait un pari. Il y a peu de gens, hein, personne n'a choisi de dissoudre une organisation à un moment où elle avait ses succès électoraux, mais pas seulement, les plus importants. Et de dire, mais il y a quelque chose de plus important pour nous, qu'on veut faire, qui mérite qu'on fasse ça et qu'on essaye ça. Bon, et le fait que ça a réussi dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ça correspondait vraiment à un besoin, à quelque chose dont on était beaucoup, hein, on était jusqu'à près de 10 000 à avoir envie de faire ça. Bon. Alors peut-être que c'est cette apparente facilité qui explique les difficultés qu'on a eues par la suite, parce que je pense que pour l'essentiel, il y a une responsabilité qui est une responsabilité évidemment de celles et ceux qui ont été à l'initiative de la chose, pour de pas prendre la mesure de la difficulté de ce qu'on était en train d'entreprendre et de ce que ça signifiait de vouloir faire un parti avec des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, des gens issus... alors on voit peu ça dans le film, hein, mais d'histoires à la fois militantes et personnelles extrêmement différentes, et de chercher à faire quelque chose de collectif avec ça. Bon, ça peut pas être juste laissé comme ça à une sorte de spontanéité, bon, qui a été réelle dès le début, hein, parce que cette espèce de fourmillement, bon, c'était extraordinaire. Bon,
ça, il y avait, je pense, un travail de construction qu'on n'a pas fait. Mais une des choses qu'on voit principalement dans le web documentaire, justement, à travers les 3 profils des militants, c'est justement cette distinction culturelle, effectivement. Il y a effectivement les militants de la LCR, et il y a les nouveaux militants, ces fameux nouveaux militants qui sont entrés effectivement massivement, puisque le parti est passé de 3 000 militants de la LCR à près de 10 000 militants qui se sont inscrits dans la démarche du nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que vous étiez prêt à accueillir, est-ce que vous pensez que la formation de la LCR était prête à se dépasser vers un nouveau parti anticapitaliste, ouvert plus largement à des cultures politiques qui n'étaient pas forcément celles de la LCR? Est-ce que vous pensez que vous étiez prêt à accueillir ces nouveaux militants finalement? Parce que l'idéal en fait du NPA, pardon, j'en finirai là avec ma question, mais l'idéal c'était quand même la possibilité de créer un parti révolutionnaire de masse. Aujourd'hui, le NPA fait le constat que sur quelques années il a gagné des militants, mais il en a perdu. Alors est-ce que finalement, voilà, je reviens à ma question, est-ce que vous étiez prêt à accueillir des nouveaux militants qui n'avaient pas la culture politique de la LCR? Alors, sans vouloir jouer sur les mots, on ne voulait pas faire un parti révolutionnaire de masse. On voulait vraiment faire un parti qui regroupe tous les anticapitalistes, avec des histoires militantes, politiques ou sans histoire, bon, mais des gens extrêmement différents. Est-ce qu'on était prêts? Oui, je pense que pour la plupart d'entre nous, enfin de celles et ceux qui étaient issus de la LCR et qui ont pris cette décision de se lancer dans cette aventure et de construire le NPA, on était prêts, mais je pense qu'on n'a pas mesuré la difficulté qu'il y avait à construire un parti pour la transformation révolutionnaire de la société dans ces conditions-là. Parce que dans les profils qui sont montrés, bon, comment dire, c'est qu'une partie. Parce qu'on dit, bon, Édouard est celui qui représente, même si c'est pas voulu comme ça. Il dit, j'ai été un des cocus du NPA, par exemple. Non, mais qui représente les gens qui n'avaient pas forcément d'histoire militante, etc. Mais bon, il y a des gens qui avaient beaucoup moins d'histoire, beaucoup moins de culture, beaucoup moins de bagages personnels, je dirais, qui se sont lancés dans cette aventure-là. Bon. Donc il y a cet aspect-là qui est un petit peu... qui ne représente pas exactement la réalité dans le film tel qu'il est fait. Bon, mais en même temps, il y avait vraiment cette volonté-là. Bon, mais ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de spontanéité à ce que ça se passe bien. Et comment on passe de ça, de cette somme de volonté individuelle, qui d'abord se sont manifestées sur un succès qui était d'abord un succès électoral, malgré tout, et un succès médiatique autour de la figure d'Olivier. Bon. Et c'était juste et normal, je pense, de nous pas s'arrêter à ça. Ça marche bien dans les médias et ça marche bien électoralement pour un parti qui fait une transformation révolutionnaire de la société, qui s'appuie sur l'auto-activité, sur ce que les gens font eux-mêmes. Bon, c'est normal de vouloir construire quelque chose de collectif. Mais on voit bien que la marche, elle est haute entre les deux. Et ça, sans doute qu'on ne l'a pas suffisamment mesuré. Il y avait une dose de volontarisme sur laquelle je pense qu'on avait raison. Parce que souvent, on n'a pas avancé, on n'a pas dépassé les petits groupes tels qu'ils existaient, parce que le prétexte, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, c'était il n'y a pas de partenaires, il n'y a pas d'autres organisations avec lesquelles faire, donc on ne va pas faire, donc on va continuer à gérer notre boutique de manière un peu frileuse, parce que on sait ce qu'on a, et puis on sait pas ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon, on essayait de ne pas faire de la politique comme ça, de se dire oui, on sait ce qu'on perd, mais on imagine, et je pense qu'on imaginait bien, même si on s'y est mal pris, qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus à gagner, et ce défi, il est toujours là. Et comment expliquer, je vais peut-être m'adresser à Pierre-François Grand, qui était également de cette aventure fondatrice à l'époque, comment expliquer que justement, tous ces nouveaux profils, tous ces nouveaux arrivants, et je veux bien aussi que Hugo Paletta comme Clémentine Autain s'y exprime, Clémentine Autain aussi qui avait mis un pied dans la porte au tout début avant de le retirer assez vite. Voilà. Comment expliquer que ces nouveaux militants, ces nouveaux profils, eh bien au final, en 4 ans, sont venus, si ce n'est en masse, en tout cas en nombre assez considérable, et soient quasiment tous repartis depuis. Pierre-François. C'est très compliqué en fait la réponse, parce que moi je la
je remue tous ces éléments dans ma tête depuis maintenant 3-4 ans, y compris même la vision du documentaire, ça m'a replongé, disons, dans ce bilan, et le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gâchis quand même, hein, parce que on a entraîné dans cette aventure, comme l'a dit Christine, presque 10 000 personnes. Bon, pour certains, c'était des militants d'extrême gauche relativement chevronnés, qui venaient certes de différentes cultures, mais enfin ils venaient tous pratiquement de l'extrême gauche, soit trotskistes, soit libertaires, donc connaissant déjà les codes. Bon, et dans les 10 000, il y avait 3-4 000, peut-être 5 000 qui avaient un passé politique et une culture qui venait essentiellement du trotskisme. Mais il y a eu aussi des hommes, des femmes, des gens qui étaient de différentes générations, de milieux peut-être plus populaires en région que ce qu'on voit dans le film, parce que c'est quand même assez parisien, pour qui c'était une première expérience politique. Et les premiers à avoir disparu, c'est ceux pour qui c'était la première expérience politique. Bon. Et ça, c'est pas positif, parce que quand on fait de la politique depuis 30 ans, moi j'ai commencé en 83, et quand on vient d'un courant aussi minoritaire dans le communisme, dans le mouvement ouvrier qu'a été le trotskisme, qu'on est confronté à l'effet Besancenot, de campagne présidentielle, les grèves de novembre-décembre 95, le mouvement altermondialiste, le non au TCE, c'est-à-dire qu'on est baigné par un mouvement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Notre objectif, c'était de sortir de la grotte, quoi, pour aller vite, hein. Bon, et de se dire, on va faire de la politique. Bon, et je crois que la responsabilité, elle vient de nous. Et quand je dis nous, je me mets dedans, c'est-à-dire elle vient des responsables de la Ligue. Il y avait 2 projets, je pense, contradictoires. Il y avait un projet qui était de dire, à la gauche du Parti Socialiste, il y a l'espace pour un parti nouveau. Bon, il y avait des éléments dans la situation politique qui le montraient, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui tombait du ciel, des luttes sociales, j'ai parlé du mouvement altermondialiste, le non au traité constitutionnel européen, des choses qui existaient, et ça impliquait de se sortir d'une certaine manière, d'une certaine posture d'extrême gauche, et donc de pas simplement réunir comme courant politique organisé des courants qui venaient de la LCR ou de lutte ouvrière. Bon. Et très vite, ces courants-là ont pris la marque du parti, c'est-à-dire qu'ils ont donné une empreinte, un mode de fonctionnement, un mode de prise de réunion. Moi, le passage du film qui m'a le plus ému d'une certaine manière, parce qu'on l'a tous connu dans les comités, c'est quand il y a une fille qui essaye de parler, et puis elle ne connaît pas les codes, elle ne sait pas qu'il faut s'inscrire, etc., etc., puis elle explose au bout d'un moment. Bon, dans les comités, on a tous connu ça à un moment ou un autre. Bon, ça c'est pas le problème du NPA par ailleurs, hein, parce que toute nouvelle expérience politique, de ceux et celles qui ne sont pas marqués par les codes, et puis après tout, ils ont raison de ne pas être marqués par les codes. Le 21e siècle inventera du nouveau. Et c'est une mauvaise rencontre entre l'ancien et le nouveau, je crois, le NPA. Voilà, c'est une rencontre ratée entre les deux. Qui avait été justement presque un des numéros 2 de la LCR, ou en tout cas vous étiez un des membres, un des dirigeants. Vous avez donc participé à cette construction-là. Au tout début des premiers débats au sein du nouveau parti anticapitaliste, on le voit très bien dans le film, cette question du non, la question de antilibéral, anticapitaliste. Je pense aussi à la question des courants qu'on voit au tout début avec Jeanne qui défend la partie autonomie, le souhait de rester autonome au sein du nouveau parti anticapitaliste. Toutes ces questions-là, notamment je pense à la question du non qui fait aussi, qu'on voit très bien au tout début du film, où on sent qu'il y a le débat sur on veut garder l'identité révolutionnaire d'une partie des militants de la LCR, et pourtant c'est le nouveau parti anticapitaliste qui reste comme non. À ce moment-là, on a l'impression qu'une part du mouvement échappe à l'ancienne LCR, et vous qui avez été au cœur de ce dispositif, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu des volontés justement de militants de la LCR de dire il faut qu'on retravaille ça, il ne faut pas que le mouvement nous échappe avec ces nouveaux militants qu'on ne connaît pas ? On a ce sentiment-là. Alors vous qui avez été au cœur de ce dispositif, comment ça s'est passé à ce moment-là où il y a eu une prise d'initiative des nouveaux militants qui n'étaient pas forcément organisés, mais qui avaient une influence assez considérable finalement au début du mouvement du nouveau parti anticapitaliste. Non, mais il y avait une prise de risque, qui était, ce qu'a dit Christine, qui était la dissolution de la LCR, qui est une organisation qui vient de 68, qui a son histoire, ses cadres, qui est un peu irrigué, y compris le mouvement intellectuel critique français, enfin bon, voilà, il y avait ça. Mais notre idée, c'était que, enfin moi la mienne dans tous les cas, parce qu'après, le bilan du NPA, il n'y a pas une histoire officielle, hein. C'était que ça dépasse, voilà, et c'était de permettre à ce qu'il y ait des cultures politiques différentes qui puissent surgir, une nouvelle génération militante. Alors après, il y a peut-être, c'est peut-être totalement fou de vouloir créer un mouvement de gauche radical à partir d'un effet politique sur un candidat à l'élection présidentielle. C'est une première piste. Bon, hein, c'est-à-dire que mais 68, c'est quand même peut-être un peu plus fort pour fonder des organisations de la gauche radicale
que de succès, même successifs, d'Olivier Besancenot. Il y a sans doute ça. Mais je crois que fondamentalement, on n'était pas prêts. Voilà, on n'était pas prêts parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être révolutionnaire au XXIe siècle? Bon, pourquoi est-ce que des gens comme Jian, qui sont très bien, qui avaient leur place dans ce parti, mais pourquoi il n'y a eu aucun problème pour les accueillir et leur donner une très grande place, mais par contre des antilibéraux, des gens comme Clémentine, c'était extrêmement compliqué qu'ils puissent rentrer dans les comités, qu'ils puissent prendre leur place, etc. Bon, quelqu'un que peut-être le grand public ne connaît pas, mais Raoul-Marc Génard, qui était un des animateurs du non TCE, antilibéral, bon, franco-belge, enfin bon, qui incarnait un petit peu ça. Il a tenu un an, puis au bout d'un moment, il est parti. Alors, il y a des trajectoires personnelles, il y a plein de choses qui expliquent, mais il est représentatif de ces gens qui ne se sont pas retrouvés au bout d'un moment. Donc là, il y a une part de responsabilité. Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans un parti plus large que nous, lorsqu'on vient d'un courant politique, d'abord en étant tout seul, c'est-à-dire en croyant que la métamorphose d'une seule organisation, ça va donner un parti large, et ensuite sans faire une révolution intellectuelle. Or, la chute du mur de Berlin, la mondialisation, les nouveaux mouvements sociaux, etc., on n'est plus dans les années 60 et 70. Voilà. Et la rupture avec le capitalisme, la redéfinition d'un projet émancipateur, tout ça a changé. Et quand on n'est pas prêt, ça se voit. Alors, tant qu'on reste dans la Ligue, avec une certaine homogénéité politique, etc., ça allait, on contenait l'ensemble de ces débats, on les avait, etc., etc. Mais quand on cherche à construire un parti plus large, et en faisant rentrer des militants de grève, de lutte, etc., qu'on passe même parcours, et qu'on n'est pas prêt à cette révolution intellectuelle, et dès qu'on a des chocs, on revient en gros à la dogma, quoi, voilà, hein, à ce qu'on connaît bien. Et ben ça marche pas, ça explose, et puis ça se voit que c'est pas véritablement pluriel, il n'y a pas de métissage des cultures politiques, et on arrive à... Moi, c'est pour ça que tout à l'heure je disais gâchis, et il y a même un mélange un petit peu de gâchis et d'amertume, c'est que on a dissous une organisation, la Ligue, qui a explosé, parce qu'on est tous maintenant dans des courants différents, pour faire un parti plus large. Il n'y a pas le parti plus large, et la Ligue est en 1000 morceaux. Voilà, et ce courant, disons, marxiste, révolutionnaire, unitaire, ouvert sur la société, que moi j'incarne pas tout seul, je mets Christine dedans, hein, par exemple, hein, c'est pas ça le problème, mais il s'est cassé le nez dans cette histoire. Bon, donc il y a des raisons profondes à ça, il ne faut pas simplement aller chercher des problèmes de comités, d'individus, etc. Il y a un problème substantiel sur comment penser le monde et qu'est-ce que c'est qu'un projet émancipateur au XXIe siècle. Si on ne fait pas ça, pas de parti possible, enfin il n'y a pas de force politique nouvelle possible en tous les cas. C'est la leçon que j'ai tirée. Clémentine Autain, par rapport à ces trois militants, moi j'ai le souvenir de vous avoir vu lors de la dernière université d'été de la LCR qui préparait la transition NPA. Je me rappelle, vous étiez assez bluffé à l'époque par le nombre de jeunes, par exemple, que vous y avez vu, aussi par des gens issus de la diversité, pour employer l'expression un peu tarte à la crème. Quel est votre regard sur ces trois militants, sur le parcours de ces trois militants, rapporté aussi au vôtre, où finalement, assez rapidement, vous avez vous n'êtes pas senti suffisamment à l'aise, en tout cas au NPA, en tout cas dans l'approche que vous faisiez du NPA pour y rester, et vous avez plutôt regardé vers le front de gauche qui commençait à se créer aussi en parallèle, quoi. J'ai renoncé à rentrer au NPA avant qu'il y ait le front de gauche, puisque toutes les étapes de préparation, c'est à ce moment-là que j'ai dit il se passe quelque chose, il y avait de la mobilisation, le mouvement dont parlent Christine et Pierre-François, qui moi m'a intéressé d'ailleurs, contrairement à pas mal de gens autour de moi, des militants politiques chevronnés qui ont immédiatement eu plutôt du mépris à l'égard de ce qui se passait, et moi j'ai vraiment eu un intérêt, peut-être parce que je ne suis pas d'une matrice très constituée politiquement, c'est-à-dire je ne viens pas du Parti communiste français ou de l'écologie politique en tant que telle, etc. Je suis plus hybride dans ma culture politique, ce qui fait que sans doute j'avais une disponibilité plus grande pour être intéressée par quelque chose qui se passe, du mouvement, avec des jeunes, avec des gens qui n'ont pas des parcours politiques bien tracés et qui ont envie de faire quelque chose de neuf. Donc ça m'a vraiment intéressée. Et donc j'ai suivi de très très près, et en fait, assez rapidement, j'ai compris que c'était mon analyse, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas entrée. C'est pas parce que je ne me sentais pas à l'aise, c'était parce que je ne croyais pas que le projet pouvait fonctionner. Et je ne croyais pas qu'il pouvait fonctionner parce que il me semblait que de ne pas pouvoir intégrer dès le démarrage du début, dès la constitution du NPA, d'autres courants politiques constitués.
d'autres courants comme les alternatives, comme un bout des communistes, comme voilà, d'autres militants, d'autres cadres militants qui auraient une autre culture que la culture trotskiste, allaient immédiatement poser un problème parce qu'on allait se retrouver avec une structuration où il y a en gros des trotskistes, des anciens, des chevronnés de la Ligue, quoi, et les héros du quotidien qu'appelait Olivier, qui venaient sur une base, des bases différentes, parce que ce qu'incarne Olivier, enfin ce qu'incarnait Olivier, pour le dire à ce moment-là, et ce qu'était réellement la LCR et ce que lui avait surtout dans la tête, c'est pas tout à fait la même chose. Son discours public était suffisamment large pour pouvoir drainer la gauche du PS tous azimuts, si j'ose dire. Or, son projet, enfin sa culture politique à lui, était toute différente. Et comme ça s'est fait autour d'un leader, je pense que son propre positionnement allait, à un moment donné, être questionné. Et là, de deux choses l'une. À partir du moment où il n'y avait pas d'autres courants politiques, et que lui, finalement, non pas devenait ce qu'il racontait à l'époque, mais c'est ce qui a transparu les quelques années qui ont suivi. C'est-à-dire que finalement, il assumait sa ligne de départ, qui était une ligne révolutionnaire assez classique, pas du rassemblement de toutes les forces et sensibilités de l'autre gauche, de la gauche antilibérale. À partir de là, il y a un hiatus qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Que ça ne peut pas fonctionner parce que tous ceux qui viennent, ils viennent sur des bases qui ne sont pas les bases qui correspondent au noyau de direction qui, lui, a des habitudes, une culture, etc. Et donc le dépassement devient très compliqué. Peut-être c'est un peu, comment dire, pragmatique parce que j'aimerais que ça puisse se passer autrement et que tous ceux qui viennent et qui sont frais et qu'on voit dans le documentaire et voilà, et c'est la vraie vie. Et c'est vrai que l'univers politique, il a ses codes, il est fermé sur lui-même, et la gauche radicale a aussi ses codes. Il y a la politique, mais il y a en plus la gauche radicale qui a des choses que j'ai retrouvées dans le NPA qui m'agacent, mais qui sont pas que propres au NPA, que j'ai retrouvées dans le livre de Bégodeau. L'arrogance parfois, le sentiment qu'il n'y a qu'à Faucon, que c'est très simple, et puis un côté un peu gris. Alors, le côté un peu gris avait été gommé, et moi c'est ça qui me plaisait. Je voyais, et ce qui m'a au final frappé, c'est la rapidité. C'est-à-dire que j'ai fait le pari que ça ne marcherait pas, c'est pour ça que je n'y suis pas rentrée, non pas que je le souhaitais, mais je n'y suis pas rentrée en me disant ça ne peut pas marcher. C'est une très mauvaise nouvelle pour toute la gauche radicale que ça n'ait pas marché, parce qu'il y avait des potentialités, 10 000 militants, ça aurait marché, ça aurait été formidable et on y serait tous en Suède rentrés, et puis voilà. Et je vois bien qu'autour de moi, je n'arrivais pas à convaincre de rentrer. Si j'étais rentrée, je serais rentrée en gros seule dans mon profil, et c'était quand même un problème que personne d'autre ne veuille suivre, parce que la porte n'était pas ouverte, parce que j'ai ressenti pas mal d'arrogance et une difficulté dans la définition du projet, en tout cas une mésentente, et la volonté de faire directement entre le noyau directionnel de la Ligue et les héros du quotidien. Et tout ce qui était potentiellement des cadres militants autour, il fallait surtout que ça ne prenne pas trop de place et que ça ne fasse pas partie du pôle constitutif. Or, je pense que le neuf, pour reprendre ce que dit Pierre-François, parce que je partage beaucoup de choses que tu as dites vraiment dans ton analyse du NPA, mais à la fois, je pense qu'en effet, il faut imaginer des formes nouvelles, un projet d'émancipation qui soit digne du XXIe siècle, mais que ça se fera avec du neuf et avec de l'ancien. Et que le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre d'avoir le projet pour le faire, et en même temps, il faut qu'il y ait les conditions minimum pour que ça puisse se faire. Et une des conditions minimum, c'est que se retrouvent autour de la table des gens qui viennent de cultures, de traditions, de sensibilités différentes. Et je pense que là a été un des écueils de démarrage. C'est-à-dire qu'au démarrage, le verre était dans le fruit. Mais la rapidité avec laquelle ça s'est cassé la gueule, là, j'avoue que j'en reste... Et au-delà de votre intérêt justement sur la nouvelle forme, la nouvelle organisation qui est en train de se constituer, est-ce que vous avez senti aussi de la part des militants du NPA un accueil chaleureux de votre formation, ou en tout cas de votre personnalité au sein du NPA? Parce qu'à ce moment-là se cristallisait aussi une question qui était la question du Parti Socialiste, qui était déjà aussi une question fondamentale sur l'orientation même du nouveau parti anticapitaliste. Vous étiez une ancienne adjointe au maire de Paris socialiste. Est-ce qu'on vous l'a reproché à ce moment-là, quand vous avez souhaité rentrer au sein de cette organisation? Est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez senti justement qu'on cherchait à vous introduire, à vous, oui, mais à vous faire venir au sein du nouveau voilà, parti? alors ça c'est le côté arrogant et sectaire qui peut être des fois un peu gonflant dans notre espace politique. C'est que ce qui va faire la force d'une gauche radicale, c'est pas que tous ses membres, cadres, militants, etc., aient toute leur vie fait la preuve qu'ils étaient
je sais pas, à distance suffisamment forte du Parti Socialiste. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça fait pas une ligne politique cette affaire-là. Bien sûr que j'ai ressenti ça. Moi, j'assume très bien ce qu'a été mon parcours. Je sais pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la bataille en 2001 avec le PS pour battre la droite, et en même temps aussi pourquoi j'ai toujours été dans la gauche radicale et qu'au bout d'un moment, et en particulier là dans la séquence, depuis au moins 2005, mais en réalité depuis plus longtemps, mais depuis 2005 avec le nom TCE, je veux dire, le gouffre entre nous et le Parti Socialiste ne cesse de grandir. Donc je suis favorable à une grande formation politique dans laquelle on affirme notre indépendance et notre autonomie à l'égard du PS, mais aller raconter qu'on va faire une force large, de masse, etc., où il n'y aurait personne qui, de près ou de loin, ont eu un rapport avec le PS, je veux dire, c'est lunaire, quoi. C'est totalement lunaire et c'est pas réaliste. Et c'est pas souhaitable et ça n'a pas de sens. C'est absurde. C'est absurde. Et ça, c'est vrai que c'était fort quand même dans le NPA, chez certains, pas chez tous. Mais chez certains, oui, c'était très fort de demander des garanties, quoi. Hugo Paletta, vous qui êtes rentré un peu avant à la LCR, mais qui avait surtout est encore au NPA, vous, justement, par rapport à ces critiques qui sont faites sur ses débuts, sur ce fait qu'au final, dès le départ, et on l'a vu, et on le voit dans le documentaire, avec déjà, il y a un clivage, même s'il il recoupe plusieurs cultures différentes, mais révolutionnaires, anticapitalistes, on sent qu'il y a une persistance de l'ancien. Comment vous, aujourd'hui, alors que le NPA est revenu dans les bases eaux de la LCR, vous voyez la militance au NPA? D'abord, j'aurais quelques réserves sur ce qui vient d'être dit. C'est que, il me semble que, j'y étais pas, mais je pense que Christine et Pierre-François pourraient en dire plus, mais des contacts avaient été noués avec des organisations comme Alternatives Libertaires, avec les alternatifs, pour essayer de voir s'ils voulaient être partie prenante, y compris Lutte ouvrière, mais bon, le parti de PG existait pas, etc. S'ils voulaient être partie prenante de ce processus de constitution d'un nouveau parti large, anticapitaliste, etc. Donc bon, par contre, effectivement, l'axe principal de construction, c'était de dire on va essayer de construire un parti par en bas, en essayant de pousser sur l'auto-organisation, en partant de cadres militants qui existent déjà, d'équipes un peu combatives, syndicales ou au niveau de quartier, etc. Ça a marché dans certains coins, ça a marché dans certains secteurs, il y a d'autres où ça n'a pas vraiment pris, mais grosso modo, c'est là peut-être qu'il y avait une tension, et qu'il y a une tension entre, y compris le projet NPA qui, effectivement, s'est cassé la gueule en tant que tel, à partir des 10 000 militants, etc., jusqu'à aujourd'hui, mais il existe toujours. Bon, ce projet NPA, et je pense qu'il y a d'ailleurs, ceux qui le représentent aujourd'hui dans le NPA, majoritairement, ne sont pas présents dans le documentaire. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que étonnant pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que les 3 militants représentent des tendances qui sont minoritaires dans l'organisation, qui l'étaient déjà à l'époque. Jian est plutôt... Jian, même... Non, elle fait partie de l'ex... Sur 3. Les trois qui ne font pas partie. Profil, ça peut jamais être... Bien sûr, mais c'est pas un reproche, évidemment, vous ne pouvez pas savoir au préalable quelle serait la trajectoire de ces militants. Mais alors, par contre, il y a quand même quelque chose qui, effectivement, mais qui a été noté, en fait, mais qui fait que le documentaire, effectivement, propose une espèce d'histoire par en haut, en fait, du NPA. Alors, par en haut, pas par les dirigeants historiques, mais par en haut, malgré tout, par des trentenaires, effectivement, mais qui sont effectivement parisiens, qui ont tous une expérience politique, qui connaissent les codes, qui se les sont appropriés, et qui sont capables d'intervenir, et qui ont tous presque une expérience, là, en tout cas au NPA, de dirigeants plus ou moins de tendance. Édouard, moins. Non, on peut pas dire, mais Jian et Fanny, disons, sont dans ces cadres-là. Moi, je pense qu'une majorité de ceux qui nous ont quittés, en tout cas une grande partie de ceux qui nous ont quittés, ne nous ont pas quittés sur des questions d'orientation. Ils ont quitté silencieusement l'organisation parce qu'ils n'ont à aucun moment réussi à s'approprier les codes, les manières de faire, etc. Alors évidemment, les questions d'orientation surdéterminent tout ça. Vous faites un mauvais score aux élections, mais évidemment, ça va accélérer les départs, etc. Mais moi, je pense que c'est une des questions centrales qui n'est pas posée véritablement à travers le documentaire, parce qu'on suit alors, il est posé en creux, à travers effectivement cet exemple que prenait Pierre-François, mais je pense que pour moi ça a été assez massif. L'expérience que je m'en suis fait dans les comités où je suis passé dans plusieurs comités, c'était ça, c'est à quel point c'était difficile de faire de la politique avec surtout ceux qui n'ont aucune expérience militante, alors, parfois syndicale, mais c'est pas la même chose, qui connaissent pas les codes, y compris de la gauche radicale, effectivement. Et puis effectivement, après, il y a des malentendus sur les questions d'orientation qui ont... La jeune femme là, qui se forme dans le film sur Marx et qui dit « Oh là là, il faut vite que je les montre ». Oui, bien sûr.
pour pouvoir répondre, sinon... Mais qui ont pu, alors les malentendus, ça a pu être des malentendus positifs, des malentendus dynamiques qui permettaient d'avancer, mais effectivement, et là, ça c'est un point qui n'a pas été encore évoqué dans la discussion, parce qu'il y a des conneries qui ont été faites de tactique électorale, etc. Mais il y a aussi la situation politique et sociale, les défaites. Le NPA se crée dans une situation d'un cycle de lutte ascendant, avec des victoires, le non-TCE et la victoire du CPE. Et dans la foulée, le bon score d'Olivier, et après la construction de l'NPA en 2000, tout ça. Bon. Et on subit en 2009 des directions syndicales qui nous mettent des journées à 1 mois et demi d'intervalle, où il y a énormément de monde, un potentiel de mobilisation, et qui est dilapidé à ce moment-là. En 2010, une grosse défaite. Dans les universités, une énorme défaite aussi sur une mobilisation de plusieurs mois. Bon, des licenciements en pagaille, des sites qui ferment, et voilà, bon... tout ça n'empêche pas la dynamique politique du Front de Gauche après. Oui, mais je pense que précisément la dynamique politique du Front de Gauche est à la fois l'expression de cette radicalité, mais aussi l'expression du fait qu'on bloque sur les luttes sociales, et les luttes sociales ne sont pas victorieuses, et donc d'une démoralisation sur la base des luttes sociales. C'est ça qui est particulier dans le Front de Gauche. Et c'est pour ça, personnellement, que je ne pense pas que ce soit là la solution politique. Mais je vois bien l'analyse qu'on peut en faire. Effectivement, le Front de Gauche apparaît comme une solution, un outil utile dans la situation présente difficile socialement, en termes de lutte, de mobilisation, etc. On n'arrive pas à accrocher des mobilisations victorieuses, des victoires sociales. Bon, ça apparaît comme tel. Ouais. François Belgodeau, vous avez un regard un peu extérieur à tout ça, parce que vous n'êtes pas militant du NPA, on vous connaît évidemment des affinités ou des proximités idéologiques avec la gauche radicale, je ne crois pas trahir de secret en disant ça. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Deux singes ou ma vie politique » où vous parlez beaucoup en tout cas, la question des déterminismes sociaux est très largement évoquée, ou en tout cas c'est un peu le moteur, ou en tout cas ce que vous cherchez à démontrer à travers votre parcours, c'est un peu une autofiction sociologique, pardon. D'abord, est-ce que vous avez pu être tenté au moment de la création du NPA de voir ce qu'il s'y passait, de discuter avec les militants, de rentrer même au NPA ? Et finalement, puisque la question des déterminismes est posée, est-ce que, au regard des 3 militants et de leur parcours, de leurs histoires, de leur origine, d'où ils viennent, etc., est-ce que on pouvait, dès le début même, dès leur premier pas au sein du NPA, imaginer, à travers justement ces déterminismes, d'où ils venaient politiquement, que l'une allait rester au sein du NPA avec une identité, non, je ne fais pas des prophéties autoréalisatrices, mais juste, est-ce qu'on peut parler de déterminisme, est-ce qu'on pouvait anticiper effectivement, dès les débuts du NPA, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les débats, les contradictions, les débats, aujourd'hui il y a Jeanne qui dit à la fin du reportage qui est heureuse de se recentrer sur une forme identitaire ou en tout cas révolutionnaire, puisqu'elle dit que mieux vaut discuter avec les salariés en lutte plutôt que de discuter avec des organisations à des convergences politiques. Fanny qui explique, elle, justement, qu'il est important de lier les deux. Est-ce que vous pensez, donc d'abord, est-ce que vous avez été intéressé par la dynamique du NPA au moment où ça a été lancé, et est-ce qu'on peut parler de déterminisme sur les parcours des 3 militants qu'on a vus dans le reportage ? Je ne peux pas me poser comme ça en une espèce d'expert comme ça de ce que seraient les parcours militants. Je suis vraiment très très mal placé pour le faire. En revanche, voyant le documentaire, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir déjà vu le film, sans jeu de mots. Ce film, je l'ai déjà vu, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu plein de fois. Le parcours d'Édouard, je le connais par cœur, c'est le mien. À un moment, mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, je suis déjà très âgé. Donc moi, je suis Édouard quand j'ai 20 ans. Et avec une sensibilité plutôt libertaire, mais très intéressé par tout ce qui est gauche radicale, c'est-à-dire que moi, assez pour tout ce qui se passe, cherchant toujours un peu à me greffer là où ça se passe, là où je crois que ça se passe. À l'époque, il y avait déjà ce genre de mouvement, etc., dont certains avaient le même nom. Et puis ça prend pas, ça marche pas. C'est-à-dire que je m'approche et ça me tente pas, et en fait, je rentre pas. Alors, je crois que la réponse à ce phénomène, qui est un phénomène massif, je veux dire, on est extrêmement nombreux. Dans mon cas, je suis beaucoup plus représentatif. Je suis le citoyen lambda ici. Je suis le jeune type attiré par des idées d'extrême gauche, disons la gauche de gauche, la gauche sociale, la gauche anticapitaliste, on peut l'appeler de mille manières, avec chez moi une espèce de sous-bassement libertaire. Et ça ne prend pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de devenir militant, et à aucun moment je me suis encarté où que ce soit, etc. J'ai un petit peu mis le pied ici ou là, je le raconte dans le livre, mais jamais sérieusement. Et je le dis aussi dans le livre que je ne l'ai même jamais décemment envisagé. Comment ça se fait ? Alors, on a entendu des causes là qui sont,
vous faites votre boulot tous, hein, c'est-à-dire qui sont un peu internes, je dirais, à la technostructure politique. Je le dis de façon un peu malicieuse, mais c'est-à-dire il aurait fallu faire ci parce que cela, les courants étant ce qu'ils sont et par rapport à la condition. Moi, ce que je peux faire, et à la lumière du documentaire aussi que j'ai vu, c'est refaire ce que je fais dans le livre, c'est-à-dire faire une analyse psychologique, et non pas sociologique. Psychologique. Vous avez quelqu'un qui vient quelque part, il a la pêche, il a de l'énergie. 6 mois après, donc Édouard, hein, et puis plein d'autres, hors champ, il a plus la pêche. C'est simple, hein. Je prends d'ailleurs un terme qui est beaucoup utilisé dans le film, on a la pêche, on a la banane, tout ça. Bon. Donc il a de l'énergie, il n'en a plus. Il dit aussi quelque chose de vachement intéressant, il dit « je suis en train de devenir aigre ». Tiens, c'est marrant. C'est-à-dire que l'aventure politique qui consisterait plutôt à produire du possible, à produire de la vitalité, à produire de l'euphorie, crée exactement l'inverse. Moi j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est comment la politique est une machine à créer de la mélancolie. Ça, factuellement, on peut le constater. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, Édouard ne s'est pas retrouvé dans cette structure. Il y a quelque chose qui n'a pas matché, quoi. Et c'est pour moi beaucoup des questions de psychologie, d'énergie, de désirabilité. Je suis désolé d'avoir un langage très comme ça, vitaliste sur ces choses-là, mais je crois que c'est vraiment ça la cause des causes. Parce que après, c'est pas, je pense pas que ce soit des adhésions aux idées, même effectivement le non-spécialiste du militantisme qui se retrouve dans des structures militant avec une espèce d'expertise professionnelle ou une technique du militant. C'est vrai que c'est perturbant, mais c'est pas très gênant. On resterait si on était content d'être là. On resterait si ça nous faisait jouir d'être là. Franchement, il n'y aurait pas de problème. Je veux dire, moi, j'ai déjà assisté à des réunions. J'aurais pu écouter des heures les gens sans prendre la parole et sans avoir la technique de prendre la parole. Ça ne m'aurait pas posé de problème si j'avais aimé ce que disaient les gens, si leur verbe m'avait plu, si leurs idées m'avaient plu, enfin, je veux dire, leur façon comme ça de se comporter. Moi, je parle beaucoup du corps dans le livre. Le corps militant, c'est quoi ? Le corps de l'extrême gauche, c'est quoi ? Ben, c'est pas un corps qui fait rêver, c'est pas un corps avec lequel on a envie de rester. Bon, là, on parle du fait qu'il y avait 10 000 personnes et qu'ils se retrouvaient à 6 000. Enfin, de toute façon, désolé, mais ça reste totalement petit. Le vrai truc, c'est comment se fait-il que les millions de mecs et de nanas, disons, on va dire de moins de 40 ans, pour circonscrire un peu à la jeunesse comme ça, qui ont un désir de radicalité, qui sont assez poreux aux problématiques anticapitalistes. Il y en a plein partout, tout le temps, quoi. Je veux dire, moi, j'en rencontrais plein à la fac, il y en a encore. Ben, ces gens-là, à aucun moment, ils se disent qu'ils vont aller capitaliser, si je puis dire, cette énergie, ces convictions, ce désir de radicalité dans la geste militante. C'est ça que tout militant devrait se demander, ou tout cadre d'un parti d'extrême gauche, ou de gauche anticapitaliste, ou tout ce qu'on veut. Je crois que c'est vraiment ça la question, qui est pour moi très très en amont de toutes celles qui ont été explorées intelligemment là, depuis le début. Moi, c'est vraiment, et moi je me la suis posée pour moi-même, et je sais très bien que c'est là que ça s'est joué, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de pas désirable. Les idées, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours été convaincu de l'antilibéralisme et de tout un tas comme ça d'articles de foi théoriques qui encadrent cette pensée-là radicale. C'est pas là que ça se joue. C'est est-ce qu'on a envie ou pas, quoi. Et je termine là-dessus. Un truc génial à un moment, c'est l'énergie. C'est important l'énergie. Quand on est marxiste, d'ailleurs, on sait très bien que la politique, c'est une question d'énergie, c'est une question de rapport de force. C'est ce qui différencie un marxiste d'un social-démocrate. Le social-démocrate pense qu'on peut avoir des compromis avec la bourgeoisie, avec les dominants. Le marxiste pense qu'il y a quand même un moment où c'est un rapport de force, c'est la lutte des classes, quoi. Donc c'est une question de force contre force. Où est la force ? Et là, on s'aperçoit, on voit, Fanny, par exemple, finit le film, j'ai envie de dire, elle finit cette séquence de 3-4 ans, épuisée. Et dans la même phrase où elle dit qu'elle est épuisée, je crois que c'est à la fin d'un congrès. Oui, c'est à la fin du congrès. Dans la même phrase, on se dit, bon, elle est épuisée, au moins elle a fait des trucs. Eh ben non, elle dit aussi, dans la même phrase, on n'a rien fait. C'est pour ça qu'elle est épuisée. Tout à fait, ouais. Donc, bilan d'opération, qu'est-ce que ça veut dire militer pour le tout venant ? Je dirais, c'est avoir de l'énergie et ne plus en avoir, la griller avec le sentiment qu'elle a servi à rien. D'où aigreur, mélancolie, des choses comme ça. C'est quand même ça que ça fabrique, et c'est pas nouveau, hein, je veux dire. Moi, encore une fois, je suis déjà assez vieux pour avoir vu ce truc-là plein de fois. Christine Poupin, justement, qu'est-ce que vous dites à des militants ou des personnes qui ont été intéressées à un moment donné par la dynamique du NPA et qui finalement soit sont rentrées puis ressorties, soit ont hésité à rentrer et puis ne sont pas rentrées finalement. Je pense à Édouard aussi qui dit à un moment donné, après les régionales, qui pour lui est un peu le coup de trop parce que le NPA décide finalement de ne pas s'associer aux autres formations politiques comme le Front de Gauche, il dit l'interlocuteur qu'il fallait pour le NPA, c'était pas nous autres venus du mouvement social et d'ailleurs, c'était Hello à ce moment-là, il dit. Et puis il ajoute j'ai fait partie des cocus du NPA. Comment vous réagissez face à ces militants qui ont été très enthousiastes au tout début, enfin voire même tout le monde, il y avait une énergie, il y avait un enthousiasme collectif autour du NPA. Comment vous leur répondez aujourd'hui ?
Non, mais c'est justement là-dessus que j'avais envie de réagir sur ce que disait François. C'est que, c'est que justement, moi, et c'est pas justement, moi, ça fait longtemps que je milite. Bon, c'est quelquefois très sympa, quelquefois moins, quelquefois c'est juste parce que ce serait pire pour moi si je le faisais pas, parce que ce monde est tellement insupportable que si j'avais l'impression qu'en me levant le matin, j'allais pas faire quelque chose pour essayer que ça change, ce serait pire. Bon, mais il y a des moments aussi où ce que tu dis sur l'énergie, sur ce sentiment de faire quelque chose ensemble, et y compris de changer les choses là tout de suite, dans ce qu'on est, dans les relations qu'on a, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu réussi à faire, et c'était, alors en tout cas pour certains d'entre nous, je ne suis pas sûre qu'on pensait tous la même chose quand on s'est lancé dans le fait de faire le NPA, il y avait cette dimension-là. Il y avait vraiment cette dimension-là. Et moi, une grande partie de ce qui m'a motivée, parce que Pierre-François peut être témoin, j'ai été dans celles qui ont défendu l'idée qu'il fallait faire autre chose que la LCR, avec toute mon énergie, parce que c'était vraiment ma conviction, parce que je trouvais que c'était du gâchis, que c'était dommage. Tous ces gens qu'on rencontrait, pas juste parce qu'ils votaient Olivier, parce qu'ils trouvaient que c'était bien, mais faire une campagne électorale pour Olivier, c'était juste extraordinaire. Je veux dire, on rencontrait des centaines de gens, des tonnes de discussions qui avaient envie de faire, etc. Et on se disait, mais c'est pas possible, on peut pas rester avec une organisation dans laquelle celle-là qu'on rencontre, ils peuvent pas venir. Il faut faire quelque chose dans lequel ils puissent venir et dans lequel ils se sentent bien. Pour moi, ça a été au cœur de la création du NPA, et ça a fonctionné pendant un certain temps. Ça a fonctionné pendant les premiers temps. Bon, là où je pense qu'effectivement il y a une responsabilité, c'est que ça peut pas, comment dire, ça peut pas durer comme ça. Si ça ne sert pas à quelque chose, si ça ne s'appuie pas sur la conviction d'être utile, bon, et c'est la jonction entre les deux, je pense qu'on a eu du mal à faire. Mais c'est une question profonde qu'on se pose. Très profonde. Quand Edouard, c'est assez violent quand il le dit quand même, parce que c'est un militant qui s'est pleinement engagé, qui a eu pas mal de responsabilités au sein des comités, etc. Quand il dit j'ai été un des cocus du NPA, c'est violent quand même, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on l'a dupé, il pense qu'il a été dupé. Mais pour moi c'est violent que des gens comme lui soient partis. Oui. C'est violent parce que c'est un échec. Je voulais juste finir sur un truc sur pourquoi c'est plus fondamental, c'est pas juste ça, parce que pour moi c'est profondément, y compris qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de construire. Bon. Et quand nous on dit l'auto-organisation, l'auto-activité, l'autogestion, etc., c'est le cœur de ce qu'on veut faire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de professionnels, etc. Bon. En général, il y a des gens qui nous répondent « Ouais, mais ça, l'auto-organisation, ça dure pas, parce qu'après, ça s'éteint, puis les gens, ils rentrent chez eux. Puis après, il faut bien des spécialistes. Bon, et puis il faut bien des gens qui font la politique à la place des autres, parce que vous savez, dans la durée, les gens ils sont pas très sérieux, ils font pas. Bon, moi je crois pas ça fondamentalement. Je pense que si ça se fait pas, c'est en gros parce qu'au bout d'un moment les gens ils se sentent pas utiles. Ils se sentent pas utiles ce qu'ils font, ils se sentent pas utiles ce qu'ils disent, ils se sentent pas utiles les envies, les idées, les propositions qu'ils apportent. Bon, et je pense que ça, on n'a pas su le faire dans le NPA, c'est-à-dire à la fois comment toute cette énergie on la sentait utile pour faire quelque chose qui soit tourné vers l'extérieur et qui modifie évidemment la situation. Bon, mais parce qu'on voulait aussi créer quelque chose qui soit, oui, une organisation militante tournée vers l'extérieur, mais c'était pas... Enfin, je pense que c'est plus une question de savoir-faire, et puis on a eu aussi une forme de naïveté, hein, parce que c'était... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire leur nid aussi dans le NPA et qui ont apporté des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le projet du NPA. Mais ils sont toujours là. Dire un mot sur ce qu'a dit François Bégodeau, qui est assez important, parce que là, je pense qu'on touche aussi à des questions qu'on va avoir avec l'ancien et le nouveau. Parce qu'il y a eu des partis de masse, donc ça a existé, cette énergie démultipliée. Le problème, c'est que je pense qu'on a changé de période et que les façons de mobiliser, de donner du désir, que les militants trouvent leur place, les sympathisants, etc.,
c'est plus comme ça se faisait autrefois. Donc il faut trouver quelles sont les méthodes d'aujourd'hui. Moi, intuitivement comme ça, mais c'est un vrai débat, ça dépasse le NPA, c'est peut-être là où a raté, mais ça dépasse très largement le NPA. Il y a d'abord la question de l'horizontalité, de la verticalité. Je pense qu'on ne peut plus faire comme on faisait autrefois, où le chef décidait, tout le monde allait faire ses tracts, et puis ça marchait. D'ailleurs, le tract le dimanche matin, tout le monde, tout militant conséquent qui se regarde 3 secondes, c'est que c'est plus le moment, le temps de partage, c'est autre chose. Les militants, ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie d'inventer des mots d'ordre sur des scotch qui collent quelque part. Ils ont envie de faire un truc sur Internet. Ils ont envie de faire d'autres formes et avoir plus de possibilités d'imagination, d'invention, de créativité et pas simplement appliquer la ligne dans une façon qui ne correspond plus, à mon avis, au temps présent. Mais ça, c'est pas simple il suffit pas de le dire, quoi. Il faut quand même vraiment arriver à le mettre en mouvement. Le deuxième, c'est que je pense que la perspective majoritaire fait partie de l'énergie libidinale. C'est-à-dire que de se dire qu'on peut modifier le réel. Alors avant, quand il y avait l'URSS, il y avait au moins un modèle, on pouvait se dire que là, il y a quelque chose de âpre, de très âpre. Donc pour réussir à remettre cette perspective à vocation majoritaire, pas à l'échelle de 50 générations, mais à l'échelle de sa propre génération, au moins ceux de ses gamins, bon, ça fait partie aussi de ce qui doit être mis en mouvement. Et après, sur les mots, moi je partage, je pense qu'on a un vocabulaire, qu'on a des formes, des manières de faire meeting, des manières de raconter le monde qui, très souvent, je pense que c'est un de nos problèmes, ne parle pas aux gens, ne donne pas envie et qui a un côté triste, souvent dans la gauche radicale. Plus de côté, l'impression de porter sa croix, le monde est misère, etc. Donc on y va par devoir, quoi, et ça renvoie pas du positif. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des explosions, des mobilisations très fortes, il y avait de la joie, on l'a vécu tous, on a des moments quand même où il y avait de la joie. Les derniers meetings même du traité constitutionnel européen, quand on a commencé à prendre la main, même les journalistes, j'ai souvenir d'une tablée sur un des derniers meetings, ils étaient tous morts de rire, les journalistes qui n'étaient pas partie prenante. La moitié peut-être voté oui, j'en sais rien, mais ils étaient morts de rire parce que il y avait et très souvent, on est gris, on a des formes tristes et on n'est pas de notre temps. Et ça, je pense que c'est les défis collectivement aussi, au-delà de tout ce que j'ai dit sur le mécano qui a à voir avec les structures politiques au long cours. Mais il y a dans l'adaptation au monde nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure correspond aussi à ce qu'on doit faire à partir de l'ancien. Mais à partir de l'ancien, il faut qu'on dégage toutes ces exigences qui sont des exigences pour parler du et au monde contemporain et avec lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-estimation aussi, justement pour reprendre le terme de François Bégodeau en termes de désirabilité, c'est pas facile à dire, par une sous-estimation justement du front de gauche, qui finalement la chose qui n'avait pas été anticipée par le NPA par rapport à son analyse de la situation au lendemain de 2007 et de la victoire de Besancenot. Est-ce que justement la désirabilité elle n'était pas chez à la fois le personnage Mélenchon, mais qui s'est révélé un peu plus tard pendant la présidentielle. Je vous vois lever les yeux, donc c'est vrai qu'effectivement... Non, mais pas désirable. Désirable. En tout cas, il y avait un entrain qui... Moi, j'ai retrouvé, quand je suivais cette campagne, comme quand j'ai suivi le NPA, quand j'ai vu la campagne de Mélenchon, certains meetings où j'ai vu les mêmes jeunes que ceux que je voyais à l'université d'été de Port-le-Cat. Ces gens-là, du coup, sont partis... ont commencé au NPA et puis sont allés suivre une flamme qui leur racontait quelque chose, qui leur parlait d'alternative du côté de chez Mélenchon. Est-ce que ça pose pas d'ailleurs un problème, comme Pierre-François l'avait évoqué en disant on a créé, ou vous aussi Christine, on a créé le NPA aussi fort de la notoriété d'un homme, celle de Olivier Besancenot. Est-ce que du coup c'est transféré vers Mélenchon et vers le collectif, et est-ce que ça risque pas à terme aussi de poser des problèmes de tout le temps se rallier finalement quand même au panache d'un homme, qu'il soit anticapitaliste ou antisocialiste? Si c'était une femme, ça changerait tout. Oui, mais en fait, la question aide à ne pas répondre à sa question, en fait, parce que complètement, parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un projet concurrent qui est le Front de gauche, qui a été plus rassembleur, qui a été plus mobilisateur, avec plus de monde, et qu'on y a retrouvé une partie du public qui s'est trouvé ou qui aurait pu se trouver à la fondation du NPA. Moi, j'y suis aujourd'hui au Front de gauche, donc Clémentine aussi, on y est d'autres, et on n'a pas changé. Et on n'a pas changé. Et je ne crois pas que j'ai changé. C'est ce qui aurait dû se passer avec le NPA. Oui, il dit, je regrette. Sincèrement, ça aurait dû se passer. Voilà. Bon, et c'est vrai que la crise du NPA et les départs d'Édouard, etc., sont aussi rythmés par les crises politiques. Et puis derrière, il y a la question du Front de gauche.
Mais on ne répond pas tout à fait à la question. C'est-à-dire que la politique peut être autrement quand elle est faite par des millions, des centaines de milliers de personnes. Le Front populaire, c'était festif. Pourtant, c'est 3 ans avant la Seconde Guerre mondiale, qui va être un événement absolument épouvantable. Mais 68, c'est festif. Et ça donne lieu à des mouvements émancipateurs qui donnent... C'est pas tant le festif que je cherche. La théorie, ça peut être éminemment désirable. Des gens très austères qui discutent autour d'une table, ça peut être très désirable. Moi, je réclame pas du poète-poète et du tralala, c'est pas le problème, quoi. Par exemple, le film, d'ailleurs, je trouve le film un peu ingrat. Si j'étais militant du NPA, je serais pas très content, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est une espèce de succession des protocoles les plus tristounes de ce que peut être d'abord chercher le nom, voter sur un nom. Tout ça pour accoucher sur nouveau parti anticapitaliste, c'est à péter de rire, je veux dire. C'est ça le problème, c'est que vous montrez ce film-là à 4 millions de personnes qui seraient un peu lambda, mais juste intéressés par la gauche. Déjà, ils se disent, bon, c'est foutu d'avance, quoi, les mecs. En plus, on voit la liste des noms. Donc, les mecs se sont pété la tête pendant 3 mois pour ça. Ils ont inventé une commission pour ça. Mais il y a eu un moment d'exercice qu'on ne voit pas trop dans le film. Parce qu'en fait, le meilleur moment du NPA, c'est avant le NPA. C'est-à-dire, c'est quand on lance l'idée qu'il y a des comités, il y en a 500 dans toute la France, et il y a quand même un bel exercice de démocratie participative. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots, mais il y a ça. C'est-à-dire qu'on rediscute de tout. Et ça c'est un bon souvenir, ça, en l'occurrence. Voilà. Bon. Et le nom, c'était aussi, c'est la forme de présentation, et ça a été pris de manière extrêmement sérieuse. C'est pas nous qui avons installé ce débat sur le nom, en le surchargeant etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de noms, des discussions, les gens qui se sont mis d'accord. Et puis bon, NPA est sorti du chapeau, ce qui tombait bien parce que c'était un nom un peu fédérateur, puisqu'on avait au moment du congrès de fondation du NPA, mais on a été très surpris par les votes. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qui est sorti du chapeau, là, pour le coup. Bon, mais le problème, c'est que c'est 10 000. Oui, c'est que 10 000. Mais quand on regarde ceux qui s'investissent en politique depuis une trentaine d'années, bon, moi j'ai commencé à en faire au moment de la marche des beurs, en gros. Il y a des grands moments où la marche des beurs, SOS Racisme, novembre-décembre 86, 95, moi altermondialiste, le TCE, où tout d'un coup, allez, on passe à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui se mettent à faire de la politique. Bon, et forcément, c'est plus inventif. Et puis après, ça s'arrête. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel, soit il y a un échec, soit une victoire partielle, et puis la plupart de celles et ceux qui s'étaient engagés arrêtent de s'engager. Ils reviennent. Bon. Et du coup, l'inventivité politique, la capacité à faire autre chose, à ne pas tomber dans la routine, il y a aussi le poids du nombre. Quand pendant 30 ans, on fait des réunions à 4, 5, 6, en se forçant toutes les semaines à, etc., etc. Bon, c'est pas lugubre, c'est pas de l'automutilation masochiste, mais bon, oui, au bout d'un moment, on est un peu façonné par les expériences qu'on a. Mais si on est 5 ou 6, il y a peut-être une partie de notre faute. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont quand même beaucoup plus fondamentales. Alors là, je continue à être à côté. Mais au XXe siècle, les gens, ce qui faisait qu'ils se levaient le matin pour être à la CGT, au mouvement de la paix, au Parti communiste, etc., c'est qu'il y a eu une grande espérance communiste qui est morte à la fin du XXe siècle. Et celle-là, elle faisait, quelle que soit la variante, le degré de critique par rapport au stalinisme, à l'Union soviétique, il y avait quelque chose qui portait les gens, bon, et il y avait un espoir. Alors, pour certains, c'était un espoir terrible, parce que c'était de l'autre côté du mur. Pour d'autres, c'était un communisme un petit peu différent. Mais ça faisait que, voilà, il y a quelque chose. Et ce quelque chose n'existe plus, il est à reconstruire. La grande espérance, le projet émancipateur qui fait que même si on s'engueule avec Clémentine, Christine, etc., qu'on n'est pas au rendez-vous, etc., mais qu'on continue quand même, c'est un chantier en construction. Donc un chantier en construction, c'est pas facile, et puis c'est fait plus d'échecs que de victoires. C'est là où il y a tout un paradoxe aussi qui est bien démontré dans le film. Vous parlez d'aigreur, à un moment donné, Édouard dit qu'il y a plus, c'est dramatique de constater qu'il y a plus d'opposition avec les gens à qui je suis plus proche idéologiquement qu'avec nos principaux adversaires ou les véritables adversaires politiques. Il y a une véritable contradiction sur ce constat-là aujourd'hui. Hugo, pour les critiques d'art, pour les... Comment ? Ça, c'est pas vrai qu'en politique. Hein. C'est pas oui, non, mais on parle d'un même unique, on parle quand même d'un même unique espace politique où idéologiquement il y a une proximité, alors que tout ça semble aujourd'hui totalement exploser. Est-ce que l'échec du NPA, c'est pas aussi ça ? C'est aussi l'éclatement de personnes, de militants, de personnalités politiques qui pensent à peu près, ou en tout cas ont des convergences politiques qui sont bien supérieures au clivage politique, dans l'espace politique à gauche.
Oui, je pense, mais c'est pas propre au parti politique, le narcissisme des petites différences qu'on trouve à peu près dans tous les milieux, y compris journalistiques par exemple. On le trouve partout, dans le milieu littéraire, dans le milieu... Bon, on peut chercher. Effectivement, moi je pense que ça tient aussi à la culture politique, qui a des aspects positifs du côté de la Ligue, qui était une culture très démocratique, effectivement, avec ce droit de tendance, contrairement à d'autres orgas, qui permettaient de discuter à fond les questions de manière démocratique, y compris le nom. Moi, je ne partage pas, par exemple, ce mépris sur le nom. C'est quand même comme ça qu'on va se présenter, et l'idée, c'était que tout le monde puisse décider. Et effectivement, qu'il y ait une discussion. Moi, quand je suis arrivé à la fin de la Ligue, j'étais particulièrement étonné, et au début, je ne comprenais pas que chaque truc, il fallait d'abord en avoir discuté en amont, et puis après, pour que ce soit discuté après par ceux qui avaient été élus au dernier congrès, et puis après, ça redescendait, on en rediscutait, etc. Tout ça, c'est vrai que ça prend du temps, machin. Bon, c'était parfois, c'est un peu... C'est sur la chute qui est peu créative au regard de l'énergie. Après, effectivement, je ne sais pas s'il se focaliser dessus, c'est pas ça, appliquer un peu d'esprit de sérieux là-dessus, mais voilà, moi... C'est plutôt une question... Le nom, évidemment, c'est important. Surtout que ce soit... Je pense que dans la distribution des énergies, c'est aussi ce qui est très pathétique, mais alors là, pour le coup, c'est de la faute à personne ici, c'est le coup des 500 signatures, où là, on voit une dépense d'énergie, mais terrible, on est fatigué de regarder cet épisode pour à peu près rien et aller obtenir 2%. Donc là, vraiment, là ça devient UBS, mais c'est vraiment pas de la faute de la gauche. Absolument. En revanche, dans la distribution des énergies, comme la force nous manque, comme dirait l'autre, c'est vrai que de surinvestir dans le nom, tout est important, certes, mais j'ai l'impression qu'il y a et de la même façon qu'on sait très bien, c'est l'expérience de n'importe quel béotien qui débarque dans un groupe militant, qu'on va chichiter sur des trucs chichiteux, et à côté de ça, la question sociale, les questions absolument fondamentales qui sont urgentes pour tout le monde, la question écologique par exemple, et puis plein d'autres, elle va être sous-traitée en fin de réunion. On connaît bien cette espèce d'inversion des proportions quand même. Et je crois que c'est aussi beaucoup ça qui décourage. Je ne veux pas parler au nom des gens qui sont découragés. Je ne veux pas m'attribuer ce poste-là de représentativité. Mais je pense que c'est beaucoup ça. Clémentine parlait de... C'est vrai que ça crée d'énergie, l'horizon majoritaire, c'est très vrai. Mais alors quand cet horizon majoritaire, hypothétique certes, vu que le communisme, tout ça... et là, et que le premier geste qu'on découvre, c'est des gestes de scission, de division au courant, de machin, on peut pas dire non plus que ça stimule beaucoup, je dirais, cette libido qui nous porte effectivement vers une perspective majoritaire. C'est-à-dire que à chaque fois, quand même, moi j'ai toujours une impression comme ça dans ces milieux-là, vous avez un noyau énergétique comme ça, vous avez un potentiel énergétique, comme dans des céréales, quoi, et qu'elles sont ultra divisées dans tout un tas de choses et elles se disséminent. Hugo, une réponse. Non mais j'ai deux réserves juste pour qu'on ne se fasse pas une idée faussée de ce qu'a été le processus de construction du NPA. C'est que le nom, c'est sélectionné à un moment dans le web documentaire, donc du coup c'est vrai que ça apparaît comme quelque chose d'important. Mais les principes fondateurs du parti, la carte d'identité, l'ADN du parti, il a été discuté à une échelle de masse, comme peut-être, moi je connais pas d'autres expériences de ce type-là, collectives, où il y avait des remontées, des redescentes, machin, on discutait. Ça c'est un point. J'ai oublié ce que je voulais dire. Vous trouverez à l'occasion de la dernière question le moyen on va faire un tour de table pour finir cette table ronde. Finalement, en posant une question assez simple, parce qu'on voit les différents épisodes du web documentaire comme parfois des moments souvent décisifs qui expliquent aussi le sort du NPA aujourd'hui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Je pense par exemple à l'affaire du foulard Ilham Moussaïd qui a été le point de départ quand même des antagonismes internes, ou les régionales, le fait de refuser de partir avec le Front de gauche au régional. Est-ce que ce genre de choses, ça fait partie de votre... Pour ceux qui sont encore de votre analyse critique et sur lequel vous dites que peut-être on aurait pu faire autrement, et pour ceux qui en sont partis, qu'est-ce qui aurait fait que vous seriez resté beaucoup plus longtemps que quelques semaines, beaucoup plus longtemps que quelques années au NPA, et puis après je proposerai que François Bégodeau conclue l'échange qui viendra après. Christine. Si c'était à refaire, c'est-à-dire la décision qu'on a prise de faire le NPA, je le referais. Mais depuis, parce que, c'est ça ma question, c'était depuis la création du NPA. Mais c'est important, ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que tout ça c'était une connerie depuis le début. Si on était resté bien au chaud dans la Ligue, on ne serait pas dans cette galère, etc. C'est pas vrai, les divergences
qui ont fait la dernière scission, c'est entre des militantes de la Ligue. Bon, et je pense que les problèmes politiques se seraient posés de la même façon. Donc voilà, on a au moins le mérite d'avoir essayé, et comme disait Daniel, on a gagné le droit de recommencer. Mais vraiment, 1000 fois. Bon, après, sur ce qu'il aurait fallu faire différemment, je pense prendre plus la mesure de la difficulté, prendre plus d'attention, sans en faire un prétexte pour ne pas faire, au fait qu'il y ait que des équipes militantes, et pas seulement des sommes d'individus, puissent participer au processus. Je pense que ça aurait aidé. Alors peut-être qu'il aurait fallu prendre un peu plus de temps, de disponibilité. Alors quand je dis des équipes militantes, c'est pas forcément directement politique, mais soit en termes de préoccupations, je pense écolo en particulier, mais aussi des équipes syndicales avec des histoires, de façon à ce qu'il y ait des expériences collectives qui puissent plus facilement se confronter, parce que peut-être que comme ça, ensemble, on aurait trouvé plus le moyen de faire... voilà. Après, bon, il y a des discussions politiques à certaines étapes. Je ne sais pas si c'est intéressant de revenir sur le point que... Oui, il s'exprime un peu plus malin que tout le monde à l'occasion des européennes. L'occasion des régionales, c'est là-dessus que les désaccords sont apparus. Je pense qu'effectivement, la question de gérer ou pas gérer avec le PS, elle n'était pas contournable. Donc elle n'était pas contournable. C'était pas tout à fait aussi vrai au moment des européennes. Tout ça peut se rediscuter. Et après, sur la candidature d'Ilham, alors là encore, il y a toutes les conditions dans lesquelles ça s'est passé, tous les gens qui nous voulaient beaucoup de mal à ce moment-là, qui se sont précipités sur cette affaire, mais ça, c'est pas le plus intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que on a cherché à se confronter à ce que sont les difficultés réelles même au sein de la gauche radicale. Oui, c'est un paradoxe, c'est que vous avez été la seule formation à ce moment-là à vous être posé cette question-là, de comment on intègre aussi un nouveau public venu des quartiers populaires, avec les questions attenantes, à savoir quel rapport à l'engagement aussi religieux, comment on le traduit dans la sphère politique. Et au final, vous avez commencé à vraiment à vous déchirer là-dessus. Ça a été le lieu vraiment de division qui après ne recoupait pas les autres, mais c'est là où ça s'est exprimé plus fortement. Et depuis, c'est devenu presque un sujet tabou où toutes les formations n'osent plus trop en parler. Ouais, c'est totalement injuste que ce soit nous qui ayons payé le prix fort sur cette affaire-là. Après, ce n'était pas strictement lié au NPA, c'était aussi la suite renouvelée, mais c'était la suite d'un débat qu'on avait eu dans la LCR. Bon, après, moi je pense que on avait tout à fait les moyens de dire oui, c'est comme ça, et j'ai être grossière, mais oui, c'est comme ça, et on assume. On a de leçons à recevoir de personnes sur le terrain du féminisme, de l'implication collective sur cette question-là. Bon, voilà. On ne l'a pas géré comme ça, c'est pas grave, mais juste pour terminer là-dessus, parce que ce qui est intéressant, enfin, ce qui était, pas ce que j'allais dire amusant, mais c'est pas le bon mot, dans ce débat-là, c'est que c'est sans doute le débat dans lequel il y avait le plus d'implication personnelle, de passion, parce que, et je trouve qu'on aurait dû l'assumer davantage, parce que c'est normal, et c'est y compris les conditions pour pouvoir dépasser les choses et avancer ensemble, c'est les discussions dans lesquelles il y avait le plus d'implication, des histoires collectives, individuelles, familiales de chacun et chacune d'entre nous. Bon, et d'une certaine... Alors il y a eu beaucoup de déchirements, on ne sait pas bien gérer ça, mais le privé est politique, je vous le disais dans le mouvement féministe, et on fait de la politique aussi avec tout ce qui est notre histoire. Et à ce moment-là, en tout cas sur ce débat-là, c'est apparu. Ça n'a pas simplifié les choses, ça les a compliquées, mais je trouve que c'était bien aussi de se rendre compte qu'il y avait ça. Voilà. Pierre-François Gros, peut-être non, mais il faudrait refaire différemment, parce que on peut pas dire que c'était un échec et en même temps dire que voilà, on recommence comme mais tout n'est pas acheté. Moi c'est ça que je retiens. Je pense qu'on pouvait à la fois faire, pour le dire en une phrase simple, je pense qu'on pouvait à la fois faire le NPA et le Front de gauche. Voilà. Et le Front de gauche, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande alliance
de tous ceux qui sont anti-libéraux, qui sont contre l'austérité, qui veulent une autre Europe. Bon, et ça va du Parti communiste à d'anciens socialistes comme Mélenchon, des syndicalistes, des altermondialistes, puis l'extrême gauche telle qu'elle était. Bon, ça c'est nécessaire parce que il faut une dynamique majoritaire et il faut une réponse qui soit à la hauteur des enjeux. Et là, on est en train de changer de civilisation en Europe. Hein. On n'a pas parlé là, c'est un truc très nombriliste. Mais enfin, il y a plus de raisons d'être anticapitaliste maintenant qu'il y a 30 ans peut-être. Hein. Bon, mais mettons ça de côté. Donc ça, je pense qu'il fallait faire. Donc accepter des alliances électorales en n'ayant pas peur de grandes alliances. Et en même temps, il y a une tâche de refondation d'un courant de gauche radical. Bon, que la LCR a essayé de mener, avec des choses qui ont été très positives et des choses qui ont été moins négatives. C'était l'intention initiale du congrès de fondation du NPA, et ça, il faut continuer à porter ça. Nous, on essaie de le faire à notre échelle, à l'intérieur du Front de gauche maintenant, mais il faudra le faire avec plein d'autres, c'est-à-dire refonder une perspective de gauche radicale, de rupture, redonnant du sens à de la radicalité au bon sens du terme, et en faisant un peu le bilan de ce qu'a été le communisme, le trotskisme, l'extrême gauche, c'est-à-dire en refondant une nouvelle gauche radicale. Et on a opposé les deux en fait, hein, c'est-à-dire que c'était l'unité des révolutionnaires contre la Grande Alliance. Et moi je pense qu'on peut faire les deux. C'est compliqué, mais je pense qu'on peut faire les deux. Et donc si c'était à refaire, il faudrait faire les deux. Mais le NPA, c'était pas l'unité des révolutionnaires. Oui, mais ça l'est devenu. Voilà. Hugo ? Personnellement, je pense pas qu'on pouvait faire les deux si je réponds à Pierre-François. Je pense juste si c'était à refaire, moi alors personnellement, je suis plus d'accord avec Christine sur le fait que, à mon avis, il aurait fallu montrer beaucoup plus d'attention, même si on l'a fait, hein, effectivement, ça a été dit, mais à la diversité, à la variété des profils, y compris sociologiques, mais politiques, et de politisation. Hein, et sur la question du foulard, je pense que c'est ça qui est en jeu. Moi, j'aurais voulu que mon parti, ils disent ensemble, contre la volée de bois vert qu'on s'est pris, islamophobes, qui disent ensemble, oui, on peut effectivement porter le foulard aujourd'hui en France et en même temps défendre un programme tout à fait laïque, et même plus laïque que la plupart des partis qui nous donnaient des leçons. Hein, on demandait par exemple d'arrêter de subventionner l'enseignement privé, etc. Bon, qu'on peut être féministe en portant le foulard, etc. Et que c'est avec ces contradictions-là, et qu'on est capable de les assumer, qu'on peut avancer avec ça. Y compris Mélenchon est tout à fait capable d'assumer la contradiction que Chavez était tout à fait chrétien, qui se réclamait de l'héritage, etc. Bon, c'est bizarre, comme dans la situation française, les contradictions sont beaucoup plus difficiles à assumer. Donc bon, ça c'est un point. Donc, et ça, je prends ça comme exemple. Hein. Comment on capte des formes très diverses de politisation, et à partir de ça, on crée une force politique par en bas. Parce que voilà, moi je pense que les mécanos organisationnels, etc., c'est pour ça que je ne pense pas que ça marche. Je pense pas que c'est ça qu'il fallait faire, et je pense qu'on n'a pas assez appuyé, on s'est embourbé dans des négociations éternelles avec des forces avec lesquelles on partage des choses évidemment, et c'est pour ça qu'on est en commun dans toute une série de combats aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Mais il y a des questions fondamentales sur, par exemple, effectivement, le rapport à la social-démocratie, mais sur le rapport à l'État, etc., qui font qu'on ne peut pas véritablement se retrouver dans une même coalition, et que dès qu'il y a des vraies questions qui se posent, je prends l'intervention impérialiste au Mali, et bien on voit bien qu'il y a des clivages très importants qui se jouent, et sur lesquels on ne va pas être d'accord, et concrètement, quelle force politique on va construire ensemble, je ne sais pas. Moi, Clémentine Autain, compte tenu de ce que vient de dire Hugo, je rajoute une question, est-ce que c'était possible, parce que vous pensez que la création du NPA sur la durée, l'envie de créer un mouvement, une dynamique à la gauche de la gauche radicale à la gauche du Parti socialiste, est-ce que c'était possible finalement avec votre recul ? Moi j'ai pensé, à l'époque c'était pas possible puisque je suis pas rentrée, donc si c'était à refaire je rentrerais pas, mais encore une fois je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Et je pense qu'il faut trouver une alliance entre les deux, c'est-à-dire entre la nécessité, et qui n'est pas anecdotique, de rassembler largement les différentes cultures, traditions, sensibilités, et y compris tout ce qui peut être agrégé sur le terrain social, de gens qui sont engagés sur le terrain social et de gens qui sont engagés sur le terrain culturel et intellectuel. Donc d'essayer de brasser largement, et dans du coup le largement, je fais une incise, mais par rapport au foulard, le problème c'est que c'est pas simplement ce que j'aurais aimé voir comme position adoptée, c'est ce qui est aussi possible pour avoir une force large. Et ce qui est possible pour avoir une force large, forcément, il y a la contradiction. Il n'y a pas une force large de la gauche radicale qui est totalement d'accord pour présenter une candidate à foulard qui porte un foulard, ou surtout pas la présenter. Donc de toute façon, ça c'est une tension. Pour moi, elle ne se réglera pas. C'est pas la réalité
d'un mouvement qui soit un mouvement de rassemblement qui vise à lutter contre le capitalisme, à porter l'émancipation. Parce qu'on est là dans une tension et dans une question qui est aussi tactique, stratégique et sur laquelle il faut admettre qu'il y a des positions qui sont des positions différentes. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est impossible autrement. Ça n'arrivera pas. Voilà. Et ça va être vrai pour d'autres questions. Hein. Ça se retrouve sur d'autres questions. Donc, arriver à faire vivre le pluralisme, à accepter sur certains sujets qu'il y ait de la tension. Le problème, c'est qu'il faut que la tension soit productive et qu'elle ne soit pas improductive et qu'elle se fasse prendre les pieds dans le tapis parce que les deux camps veulent gagner et aucun des camps ne gagnera. Tout le monde va perdre et ça va être une cata. Donc, il faut ce pluralisme des cultures, etc., larges, de l'ancien d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est issu de traditions qui sont constituées depuis plus ou moins longtemps, suivant les strates, et de l'autre côté du neuf. Et le problème, c'est que le neuf, il faut qu'il ait une ossature, un ancrage historique, mais il faut aussi qu'il puisse exister et qu'on le cherche. Et très souvent, ce que je reproche dans la gauche radicale, pour ce qui concerne les cadres politiques, ceux qui sont là depuis longtemps, qui font leurs preuves, etc., c'est de peu s'intéresser quand même à ce travail nécessaire de novation et dans lequel parfois on peut se perdre aussi. Je pense que dans le NPA, il y a eu ça, des moments où on a cherché, enfin vous avez cherché du neuf et voilà, c'est pas toujours simple de trouver, il faut raccorder les deux, mais en tout cas la préoccupation du neuf, du nouveau, de ce qui peut émerger, des formes nouvelles, des mots nouveaux et de ce projet fédérateur digne du XXIe siècle, pour moi c'est ça la tâche à laquelle a contribué à sa manière le NPA, n'a pas réussi. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a toutes les énergies qui ont été disponibles à cette époque-là, elles n'ont pas disparu totalement dans la nature. Beaucoup ne militent plus, mais je veux dire, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont une disponibilité il n'y a pas si longtemps. Donc il faut qu'on arrive à raccorder tout ça. Il y a du boulot. Hein. Mais en même temps, c'est super nécessaire. Parce qu'on ne peut pas simplement se dire que on n'a pas la clé pour dire ce que tu dis, François. Enfin, je te tutoie du coup, là, parce qu'on est à un table ronde, mais le problème, c'est que c'est pas non plus... ça peut pas être un truc consuméré. Vous m'offrez pas le cadre qui, moi, me permet de m'éclater, et donc... c'est une difficulté dans laquelle... Et nous, on serait des espèces d'animateurs qui devons trouver le moyen de permettre à des individus de venir jouir dans des réunions et de jouir durablement. Je suis pour que... je partage totalement la problématique sur l'énergie, etc. Et ça va pas du tout si au bout de 6 mois, on est en lavette et qu'on n'a plus envie. Donc la question du désir, et c'est ça la question centrale. C'est Nicolas Hulot, curieusement, qui l'avait posé à la fin de son documentaire sur la planète qui va mal. Il disait ma question maintenant, c'est comment faire en sorte qu'il y ait le désir à changer ce monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce désir-là, il peut y avoir de l'invention, il peut y avoir du collectif. Donc c'est le préalable. Mais le préalable, il est posé à tout le monde et pas simplement à ceux qui sont déjà en situation, même s'ils ont une responsabilité particulière parce qu'on a une partie de l'outil. Mais ça ne peut pas être un truc consumériste, quoi. Ça ne peut pas être je viens dans un parti, alors qu'est-ce que vous êtes capable de m'offrir pour que je m'éclate. Et ça, c'est pas simple d'arriver à faire ensemble. Parce qu'à la fois, vous voulez pas que les plein de gens qui regardent la politique comme spectateurs, j'aimerais bien entrer, qu'est-ce que vous proposez, vous êtes chiant, etc. Bon, non. Quand est-ce que... faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on arrive à le faire ensemble. Non, mais c'est vrai que... Alors, arrive le moment de la conclusion. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, je vais faire tout sauf conclure, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'il faut évidemment que ça marche dans les deux sens, mais je pense que quelqu'un qui aurait comme ça déjà une sympathie pour ces mouvements-là, c'est pas quelqu'un qui va être un pur consumériste. Je crois qu'il est quand même assez disposé à se dévouer à quelque chose, à donner du sien. Bon, il faut que ça marche dans les deux sens. Il faut que ça marche aussi dans les deux sens. Ça, je me faisais remarquer en vous écoutant tous, je me disais, on n'a pas su les accueillir, ces gens, disiez-vous tous, ces gens qui n'avaient pas comme ça d'expertise militante, enfin voilà. Mais ça reste, je trouve, un peu... C'est trop fort ce que je veux dire, mais il y a que ce mot qui me vient à l'esprit, c'est paternaliste un petit peu. C'est-à-dire que quand même, au bout du compte, on est là, il faut qu'ils viennent et il faut qu'on sache les accueillir chez nous. Mais il faut vraiment aussi que ça marche dans les deux sens. Quoi. Mais je crois que je vous apprends rien. Il y a des gens qui spontanément inventent des choses, inventent des stratégies d'émancipation quotidiennes, individuelles. C'est aussi, disons, à cette école-là qu'il faut savoir se mettre. Je pense quand on est militant, mais je pense qu'encore une fois, je fais la leçon à personne. La dernière chose que je voulais dire, c'était sur ces fameuses divisions. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Clémentine. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de subtilités idéologiques, voire même de gaps idéologiques qui sont tellement dérisoires par rapport à la grande adversité, quoi. Ils sont très très forts en face, quoi. Ils sont très très forts. Et ça, alors moi je me suis posé la question, toujours en psychologue, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'alors que tout le monde maintenant est convaincu que
plus on sera unis, mieux ce sera, on retourne toujours à la division. C'est-à-dire que dès qu'on est 8, il y a une scission en 3 groupes. Alors moi, en psychologue, je me dis, mais c'est parce qu'ils aiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc... Tu parlais tout à l'heure du fait que c'était pas propre à la politique, il y avait le narcissisme, des petites différences, tout ça. Moi, je crois quand même qu'il y a un truc propre à la politique, et notamment quand on s'engage et qu'on est sensible aux idées d'extrême gauche ou de gauche radicale, comme ça a toujours été mon cas, on aime bien l'affrontement. On aime bien la castagne en tant que castagne, ce que je raconte moi au début de mon livre. Et je crois donc, quand on fait une réunion, que ce soit à la LCR ou à Hello ou ailleurs, bon ben, à défaut de castagner avec les vrais ennemis, les capitalistes, les financiers, les machins, on va un peu se castagner entre nous. Et c'est comme ça qu'on va bien aimer discuter le bout de gras. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se joue, ce qui fait qu'on ressort des réunions un petit peu épuisés, on s'est encore engueulé sur n'importe quoi. Je pense que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que c'est là que mon livre peut être un tout petit peu utile à n'importe quel militant. C'est interroge-toi toujours toi-même sur les propres, mouvements organiques qui sont en toi quand tu fais de la politique. Pourquoi une voix? C'est ce que on s'avoue rarement qu'effectivement on est là pour castagner ses potes de comité ou de... En même temps, c'est pas inavouable, c'est plutôt Je pense joyeux. pas que ce soit Le problème, c'est que ça devient un œdème si on se l'avoue pas, justement, quoi. Si on ne fait pas sortir le truc, c'est pas très grave, en fait. C'est assez genré, ça, quand même. La castagnation de mecs. Quand même, hein. Ouais, c'est très genré, mais la politique est très Chez les genrée. féministes, je vous assure. Oui, il peut y avoir des bonnes castagnes entre féministes, notamment sur le sujet qu'on a évoqué, par exemple. Je partage à cette réserve près. C'est quand même le pouvoir. Tu peux être témoin que... Je suis témoin. Ça n'a jamais été ce qui m'a motivé. Non, c'est vrai. Jamais. C'est vrai. Bon, en tout cas, on vous remercie évidemment d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. On rappelle peut-être que le film documentaire, le web documentaire est disponible à l'adresse www.webdoc-npa.fr. Exactement. Et puis voilà, merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Merci.